Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer la vidéo que je vous avais présentée la dernière fois, dans laquelle je vous montrais un peu un plan d'étude d'une suite définie par récurrence à l'aide d'une fonction. Et aujourd'hui, donc, on va faire un exemple concret d'un problème de type bac. On va étudier la suite UN définie par U0 égale 1 demi et un plus un égale 1 demi de un plus 2 sur un. Voilà. Donc vous reconnaissez bien une suite définie par une relation de récurrence de la forme un plus un égale f de un. Ok, donc là on va l'encadrer. Donc souvenez-vous, on a donné un plan d'attaque de ce type de problème dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, regardez là. Et ici, on a f de x qui est tout simplement quoi? C'est 1 demi de x plus 2 sur x. Ok. Alors comment je vois ça? C'est assez simple. Je regarde tout simplement comment est défini un plus 1. On voit que c'est défini comme 1 demi de un plus 2 sur n. Et donc du coup, la fonction qui correspond, c'est 1 demi de x plus 2 sur x. Ok. Donc avec cette relation, on a bien un plus 1 égale f de un. Et donc on connaît quelle est la stratégie pour déployer, traiter ce type de problème. Souvenons-nous que ce qui nous intéresse, in fine, c'est d'étudier la suite UN, ok. Et donc étudier une suite, in fine, ça revient à étudier sa convergence, voir si elle converge ou pas, et si elle converge, quelle est sa limite. Alors, on commence par un problème auxiliaire, qui est le problème de l'étude de la suite de la fonction f. Ok. Donc souvenez-vous, encore une fois, je vous réfère à la vidéo précédente dans laquelle j'expose le plan pour étudier une suite de la forme un plus 1 égale f de un. Alors, commençons par étudier f, comme je le dis, et faisons des premières remarques. Ok. Quelle est la gueule, si je puis dire, si vous me permettez cet égard de langage, de la fonction f? Donc là, je la réécris, ok. 1 demi de x plus 2 sur x. La première question qu'il faut se poser quand on étudie une fonction, c'est quel est l'ensemble de définitions. On voit que c'est l'ensemble des réels auxquels il faut enlever 0. Ok. On appelle ça aussi R étoile. Donc, la plupart c'est essentiellement les bouquins français qui utilisent R étoile. Les bouquins américains n'utilisent pas trop ça. Mais bon. Alors pourquoi est-ce qu'on enlève 0? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que il y a un 2 sur x là, et que du coup il y a un danger. On ne peut pas diviser par 0, et donc on va extraire 0 du domaine de définition. Donc voilà, c'est une fonction très très simple, et donc c'est pour ça que je pense que c'est un exercice intéressant dans le sens où tous les calculs qu'on va faire vont être très très simples, mais ça illustre bien la méthode. C'est ça qui est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que sur R étoile, donc sur le domaine de définition, R privé de 0, f est continu et dérivable. Ok. Et pour ça, j'utilise tout simplement des théorèmes sur les fonctions continues et dérivables qui me dit que la somme de fonctions continues et dérivables est elle-même dérivable. Donc j'ai la somme d'une fonction de la forme x plus 1 sur x, donc pas de problème. Ok, tout ça c'est textbook comme on dit, cas d'école. Voilà, voilà. Donc voilà voilà ce qu'on peut dire déjà assez facilement sur la fonction f. Domaine de définition continu et dérivable sur son ensemble de définitions.
Alors ici je le note, mais c'est un truc qu'on devrait normalement démontrer par une rapide récurrence, mais en fait tous les termes de U vont être positifs, parce que le premier terme est positif, et donc par récurrence vous pouvez le faire, je vous invite à le faire. Mais on va très vite s'apercevoir qu'en fait l'ensemble des UN va être positif, et donc on peut se restreindre euh, à l'étude de la fonction sur 0 plus l'infini. Ok, ça c'est juste aussi une remarque. On verra si on s'en sert, probablement que oui. Très bien. Donc, maintenant que j'ai abordé le domaine de définition de f, bien vu qu'elle était continue, dérivable, etc., on va s'intéresser aux variations de f. Donc on va calculer sa dérivée. Alors avant ça, je vais réécrire f de x en tout simplement développant le 1,5, en distribuant le 1,5, ce qui me fait donc 1,5 de x plus 1,5 de 2 sur x, les deux se compensent, ça me fait 1,5 de x plus 1 sur x tout simplement. Ok. Donc f', bon bah c'est très simple, hein, c'est tout simplement la dérivée de chaque terme de la somme. Alors par pédagogie, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire chaque terme de la somme avec une couleur différente. Le premier terme. 1,5 de x, je vais mettre en bleu. Et le 1 sur x en rouge. Comme ça, dans la dérivée, vous voyez à quoi correspond quoi. 1,5 de x, la dérivée, c'est très simple, c'est 1,5. Et 1 sur x, normalement, ça, vous l'avez appris en cours, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée. Ok, pas oublier la parenthèse, évidemment. On va écrire une forme factorisée de la dérivée, parce que souvenez-vous, la dérivée, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier son signe. Hein. Les variations de f, ça revient à étudier le signe de la dérivée. Donc on va mettre tout ce petit monde au même dénominateur, qui va être 2x carré, donc ça me fait x carré moins 2 sur 2x carré. Ok, et je laisse pas ça comme ça, encore une fois, j'essaie de mettre ça sous la forme la plus factorisée possible. Ok, donc là, on en fait un petit point méthode, pour celles et ceux qui ont oublié comment on fait. Donc je le rappelle, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier les variations de f. Étudier les variations de f, ça revient à étudier le signe de sa dérivée. Okay, donc le signe de f'. Pour étudier le signe d'une expression, quelle qu'elle soit, appelons-la e de x. Okay, il y a deux étapes clés. La première, donc mon expression e de x. La première, c'est de mettre e de x sous la forme la plus factorisée possible. Okay, donc ça veut dire la mettre comme un produit de facteurs. On peut avoir aussi des dénominateurs, hein, ça, il n'y a pas de problème. La forme la plus factorisée possible. Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 1, mettre EX sous la forme la plus factorisée possible. Étape numéro 2, une fois que j'ai cette forme factorisée, j'utilise la règle des signes. Okay, qui va me dire que globalement c'est positif si le nombre de facteurs négatifs est pair. Voilà. Et si le nombre de facteurs négatifs est impair, ça sera négatif. C'est ça la fameuse règle des signes. Normalement, vous devriez connaître tout ça depuis la seconde. Ok, mais c'est pas inutile de rappeler ce point de méthode. Donc on sait ce qu'on va faire ici. X carré moins 2, ça devrait vous rappeler des souvenirs. Non, là c'est une
identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Ici, donc, ça se factorise comme a moins b facteur de a plus b. Donc, en l'occurrence, x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 sur 2x carré. Donc, je réécris ça ici. X moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 sur 2x carré. Ok. Et donc là, j'ai bien ma forme factorisée. J'ai que des facteurs. Ok. Alors on va les identifier ces facteurs. Ok. Je vais les mettre avec des couleurs. Je vais les passer au stabilo avec des couleurs comme ça on les voit bien. Alors couleur vert, bam, vert pomme, magnifique. Donc j'ai ce terme là. Donc j'ai x plus racine de 2 que j'ai mis en vert. Et 2x carré que j'ai mis en vert. Ok, et je leur donne à chacun des noms. Donc F1 pour le rouge, F2 pour x plus racine de 2 et F3 pour 2x carré. Alors vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai mis les deux en vert et celui-là en rouge. Alors souvenez-vous, hein, on a dit dans les remarques préliminaires qu'on travaillait dans R plus étoile. Donc déjà j'ai pas de problème, ma dérivée il n'y a pas de problème de division par 0. Et puis x est positif. Hein. Donc f2, x plus racine de 2. Si x est positif, bah, x plus un nombre qui est lui-même positif comme racine de 2, bah, ça reste positif. Donc pas de problème là-dessus. Pour donc x, on a dit qu'on était dans R plus étoile. Voilà. X strictement supérieur à 0. Le F3, 2x carré. 2x carré pour x réel, ça sera également toujours positif. Donc ça c'est cool. Et maintenant il reste à traiter le premier facteur, f1, puis x moins racine de 2. Et donc en fait, puisque les deux termes f2 et f3 sont positifs, le signe, le signe de f' est contrôlé par le signe de f. Le signe de f' est égal au signe de f1. Donc c'est ce que je vais marquer ici. Le signe de f'. Les autres sont positifs, hein, donc ils ne comptent pas du tout dans la règle des signes. Le signe de f', c'est tout simplement le signe de f1, c'est donc le signe de cette expression-là, x moins racine de 2. Bon, bah c'est assez simple hein, à voir. Ça aussi, normalement, vous savez faire ça depuis la seconde. Ce truc-là, x moins racine de 2, ça s'annule en quoi? Bah, en x égale racine de 2. Je vais le noter là. Bing. Au-delà, donc ça correspond au point x moins racine de 2 égale à 0. Au-delà de... si je suis au-delà de racine de 2, donc pour x supérieur à racine de 2, dans toute cette zone-là, hop, de racine de 2 jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini, ça sera positif, ok? Vous pouvez vous en convaincre en prenant n'importe quel nombre. Et puis, pour x inférieur à racine de 2, okay, vous pouvez vous convaincre assez facilement que ça sera négatif. Ça marche? Donc voilà. Donc bah, c'est bon, on connaît le signe de f', et donc on peut établir notre tableau de variation. Tada! Alors j'essaie de faire ça à peu près proprement, en mettant des belles lignes bien droites. À peu près quoi. Donc, j'ai donc x de 0 à plus l'infini. Voilà. J'ai le point qui annule ma dérivée, et on a dit que c'était racine de 2. Donc en ce point-là, ma dérivée s'annule.
Pour des valeurs inférieures à racine de 2, ma dérivée est négative. Pour des valeurs supérieures à racine de 2, elle est positive. 0, ben, je lui mets une petite double barre parce qu'on on se souvient que on a un terme en 2 sur x, donc on ne veut pas diviser par 0. Ça serait malencontreux. Voilà, et donc f. Donc si dans le sous-domaine dans lequel f' est négatif, bah, j'ai ma fonction qui est décroissante. Et puis, donc de décroissante de 0 à racine de 2 et croissante de racine de 2 à plus l'infini. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à compléter ici les points d'interrogation. Donc, il va falloir que je calcule les limites en 0, en plus l'infini. Et puis, la fonction étant continue entre les deux, il faudra que je calcule f de racine de 2. Allons-y. Donc limite, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, hein, parce que je suis sur R+, limite donc quand x tend vers 0 par valeur supérieure, on note aussi ça 0 de f. Bon bah on y va, c'est quoi c'est la somme des limites hein, de chacun des termes. Donc le premier terme c'est 1 demi de x, et le deuxième terme c'est 1 sur x. C'est pour ça que j'ai décomposé ça et que j'ai distribué l'un demi, comme ça on n'a que des sommes, c'est plus sympa pour l'exercice. Le premier terme, 1 demi de x, quand x tend vers 0, bon, sans surprise, ça tend vers 0. Et la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, hein, attention, le plus ici est très important, ça donne plus l'infini, comme vous devriez le savoir. Ok. Alors, si jamais un jour vous avez un trou de mémoire et que vous ne vous rappelez pas de la limite de 1 sur x, ce que vous faites, c'est que vous tracez à la calculatrice ou tout simplement à la mano, comme on va le faire, à quoi ressemble cette fonction. Okay, toujours important de tracer à quoi ressemblent les fonctions. Hein. Si vous avez un doute, si vous avez un blocage sur une limite, sur quelque chose que ce soit, tracez la fonction et regardez quelle tête elle a. Okay, donc la fonction 1 sur x, vous voyez que quand elle approche 0 par valeur positive, elle tend vers plus l'infini. Et quand elle approche par valeur négative, ok, elle tend vers moins l'infini. Avec ici donc x égale 0 qui est donc une asymptote verticale. Ok. Il faut faire juste gaffe au signe. Donc bah j'ai une somme de limites. Donc 0 plus l'infini, bah, ça me fait plus l'infini tout simplement. Donc la limite de x qui tend vers 0 plus de f de x, c'est égal à 0 plus l'infini, ce qui me fait plus l'infini. Voilà. Alors maintenant on va calculer l'autre limite, hein, qui est donc la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Donc ça me donne quoi? Alors quand on a une limite quand x tend vers l'infini, en général la bonne stratégie à adopter, c'est de factoriser par le terme dominant. Okay, donc le terme de degré le plus élevé. Ici c'est tout simplement x, okay, puisque l'autre c'est 1 sur x, donc en fait c'est x puissance moins 1. Donc c'est ici x puissance 1 qui est le terme le plus élevé.
Donc je factorise tout par 1 demi de x, ce qui me fait donc 1 plus 2 sur x carré, si j'ai tout fait bien comme il faut. Donc ici, x, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc mon terme dominant. Ça, c'est la stratégie, hein. Alors attention, ça marche que quand x tend vers l'infini, hein. Je sais qu'il y a certains élèves qui ont tendance à toujours factoriser par le terme dominant. Ça ne va pas marcher systématiquement. C'est la strat à utiliser quand x tend vers l'infini. Quand x tend vers l'infini, ça se comporte comme le terme dominant. Donc c'est-à-dire, si c'est ici des fonctions de polynômes ou rationnelles, ça va être le terme de plus haut degré, ok. Si vous avez des logs ou des exponentielles, il faudra faire gaffe, il faudra utiliser des théorèmes de croissance comparée. Ok, mais ici c'est très simple, le terme dominant c'est x, et donc j'ai un terme ici qui tend vers l'infini. Enfin, donc la parenthèse à 1, et puis 2 sur x carré, ça tend vers 0. X en facteur tend vers l'infini. Donc en fait, la limite de f de x quand x tend vers l'infini, c'est la limite de 1 demi de x, et donc c'est égal à plus l'infini. Ok, encore une fois, très simple, il faut juste être un peu concentré pour ce genre de truc, bien factoriser, bien prendre son temps, faire les choses proprement. Alors au passage, ici on a assez gratuitement l'asymptote de la courbe de f quand x tend vers l'infini. On voit que c'est la définition de l'asymptote en fait. L'asymptote c'est une fonction, en général une droite, qui a la même limite que f quand x tend vers l'infini. Donc ici on a gratos, j'ai envie de dire, l'asymptote qui est tout simplement y égale x sur 2, 1 demi de x, qui sera l'asymptote de ma courbe en x égale l'infini. C'est super. Qu'est-ce qui me manque pour compléter mon tableau de variation? Il me manque la limite de f quand x tend vers racine de 2. Souvenez-vous le point qui annule ma dérivée. Ma fonction est continue, donc par définition la continuité, la limite c'est tout simplement f de racine de 2, car c'est une fonction continue, ok. Je pourrais écrire directement f de racine de 2, mais je vous fais ça le plus proprement possible, ok. Bon, normalement c'est un exo qui, en bac ou si un prof vous le donne en interro, ce type d'exo, vous devez le résoudre en 40-45 minutes. Là, on va le faire en 1 heure parce que je fais toutes les étapes intermédiaires, etc. pour bien vous montrer, bien vous expliquer. Je justifie tout. Alors peut-être que c'est un peu relou parfois, mais comme ça au moins, vous avez toutes les étapes de raisonnement, quoi. Ok? C'est vraiment un exercice didactique. Alors, je vous laisse faire le calcul, faites-le en même temps que moi, hein, c'est juste un peu d'algèbre. Et normalement, donc, on a 2 plus 2, ce qui me fait 4, divisé par 2, ce qui va me faire 2, sur racine de 2, ça fait 2 sur racine de 2. En général, on n'aime pas laisser des radicaux au dénominateur, donc on multiplie en haut et en bas par racine de 2. C'est strictement équivalent, et donc qu'est-ce qu'on a? On a, bing, les deux se compensent, et en fait, ça fait tout simplement racine de 2. Et voilà. Donc f de racine de 2, c'est racine de 2. Donc j'ai tout le monde là. J'ai tout le monde, j'ai toutes mes limites. Je vais les noter. J'ai tout le monde. La limite, quand x tend vers racine de 2, qui est égal à f de racine de 2, c'est tout simplement racine de 2. Ça fait beaucoup de racines de 2. Les profs de maths adorent les racines de 2, les pi, les 1 plus racine de 5 sur 2, nombre d'or, genre de truc. On aime bien les quantités qui tombent juste, quoi. Alors voilà, donc je suis équipé maintenant pour remplir parfaitement mon petit tableau de variation. Ah, ça c'est le teaser, c'est fini. Maintenant on passe directement à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, je vais le mettre en jaune. Ouais. Ici, c'est plus l'infini. Hop, bing, ça descend jusqu'à racine de 2. Et puis ça remonte jusqu'à plus l'infini. Avec une asymptote x
Voilà, yes, on a fini. Bon, normalement, un bon élève fait tout ce que je fais en 5 minutes, ok? Là, j'ai vraiment fait toutes les étapes. Et en plus, ça, j'écris avec ma tablette graphique un peu cheap, donc je fais au mieux. Mais bon, au moins comme ça. Après, pour ceux pour qui ça va trop lentement, vous pouvez toujours sur YouTube augmenter la vitesse, hein. Pas de problème. Je le prendrai pas mal. Alors, j'ai un peu triché, et c'est-à-dire que j'ai sorti la courbe sur ordinateur. Comme ça, au moins, je vous montre à quoi ça ressemble, la courbe de f. Si je le fais à la main, j'ai peur que ce soit un désastre. Donc, je préfère vous la montrer sur ordi. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, sur 0 plus l'infini, on a quoi? Alors, hop. Voilà, là, donc je trace en rouge, ici, x égale 0, qui est donc mon asymptote quand x tend vers 0, puisque vous savez, on a un 2 sur x, donc il y a une division par 0, donc on va avoir une asymptote verticale, et puis j'ai tracé aussi en violet, là, l'autre asymptote, en plus l'infini, qui sera y égale x sur 2. Tout ça, on l'a calculé quand on a fait les limites. Et ici, c'est donc mon minimum, hein. Ok. Ici, c'est le minimum, le point qui annule la dérivée. Racine de 2, ça va être à peu près là, hein, 41. Ok, on a dit que ça donnait également racine de 2. F de racine de 2, c'est racine de 2, voilà. Et ici, c'est le point qui annule la dérivée, donc on aura une belle tangente horizontale. Très bien, et donc voilà. Puisque f' en racine de 2 est égal à 0. Et donc vous avez la courbe ici qui est en bleu, x sur 2 plus 1 sur x, donc c'est donc la courbe de f. Donc si vous devez tracer comme ça Alors je sais que ça ne se fait plus trop à notre époque, mais c'est très très dommage. Je pense que c'est très très important, même si vos profs en terminale ne vous vous donnent les courbes ou vous faites à la calculette, entraînez-vous quand même à le faire à la main, au moins chez vous. Parce que c'est un exercice avec lequel vous comprenez vraiment à quoi correspond une fonction, les limites, les tangentes, les points d'inflexion, ce genre de choses. Je suis peut-être un peu old school, mais je pense que tracer les courbes à la main, on apprend plein de trucs. Donc si vous devez tracer une courbe à la main, vous faites ça. Vous prenez les asymptotes, les tangentes, hop, et puis ensuite prenez quelques points, et puis vous tracez proprement le truc. Ok? Donc ça conclut la première étape, qui est l'étude de f. Ça marche? Alors maintenant qu'on connaît plein de trucs sur f, qu'on connaît ses variations, qu'on connaît sa courbe, ses asymptotes, qu'on sait qu'elle a un minimum, blablabla, on va utiliser toute cette connaissance pour étudier notre suite UN. Ok, donc on a traité un problème auxiliaire qui est traiter la fonction f pour en fait mieux étudier la fonction UN. Alors vous inquiétez pas, ici je fais l'exercice un peu, pas vraiment de questions, hein, c'est juste que j'ai pris une suite et on l'étudie dans un exercice de type bac où je pense que vos profs vous découperont ça en sous-questions, sous-parties, etc. Là n'est pas la question. La question est vraiment d'essayer de traiter ça comme des adultes, comme des grands. Et voilà, on vous donne une suite définie par UN plus 1 égale F de UN et on fait l'étude de A à Z. Je trouve que c'est un exercice qui est instructif. Alors, je vais quand même vous proposer quelques petites étapes. Le premier truc, c'est qu'on aimerait bien montrer que ma suite est minorée par racine de 2. Ok? Déjà, ça devrait pas vous paraître complètement incohérent comme statement, parce que, souvenez-vous,
Racine de 2, c'était le minimum de la fonction qu'on vient de voir. Ok. Alors déjà, on va montrer que un est donc toujours supérieur ou égal à racine de 2. Alors comment on fait ce genre de... Comment on répond à ce genre de démonstration? Alors un point de méthodo. Les démonstrations de type quel que soit n appartenant à n ou n étoiles, etc. En général, pas toujours évidemment, mais en général, quand vous avez un truc, montrez que quel que soit n, un est plus grand, un plus 1 moins un supérieur à f de un, j'en sais rien. En général, vous devez penser, quand il y a un truc, quel que soit n, avec des entiers naturels, bing, récurrence. Récurrence, en général, c'est la technique de raisonnement qui permet de débloquer les problèmes avec des entiers, des suites, et des problèmes de type quel que soit n, montrer que. Ok. Donc ça, bon, comme ça, je mettrai comme ça des points méthodos tout au long de l'exo. Comme ça, cet exercice, vous pourrez l'utiliser pour réviser tous les points clés que vous devez connaître sur suite et fonction. Alors, comment est-ce qu'on fait une récurrence? On commence à définir une proposition qui dépend d'un entier n. Ici, P de n, c'est quoi? Donc ma proposition, c'est P de n, c'est la proposition U de n est supérieure à racine de 2. C'est ce que je veux montrer. Okay, je veux montrer que cette proposition est vraie pour tout n. Alors, là, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire le truc vous-même. Qu'est-ce qu'on fait pour démontrer par récurrence? On commence par initialiser le bazar. On regarde déjà ce qui se passe pour n égale 0 ou 1. Alors ici c'est pour définir pour ici c'est défini, on va commencer à n égale 1. Je pourrais commencer à n égale 0. Oui, en l'occurrence, cette récurrence ne marche que pour n supérieur à 1, supérieur ou égal à 1. Alors U1 c'est quoi? C'est donc, je prends la définition, c'est tout simplement 1 demi de U0 plus 2 sur U0. Ok. U0, souvenez-vous, c'est quoi? Je regarde dans l'énoncé, c'était 1 demi, pour mémoire. Donc je calcule ce truc, ça me donne quoi? Ça me donne 1 demi de 1 demi plus 2 sur 1 demi. Génial. Ça fait 1 demi plus donc le 1 demi, il repasse au numérateur, ce qui me fait 4. Je mets tout ce joli monde au même dénominateur, c'est-à-dire 1 plus 8 sur 2, blabla. Ok. Donc ça me fait 9 demi fois 1 demi, ce qui me fait 9 quarts. Ok. Vérifiez que j'ai pas fait d'erreur, ça peut arriver. Et 9 quarts, ça fait 2,25. Et si je compare à racine de 2, qui est à peu près à 1,41, j'ai bien que U1 est supérieur à racine de 2. Donc j'ai montré que la proposition était vraie pour n égale 1. Donc P de 1 est vrai. Donc j'ai déjà fait la moitié du taf. Donc c'est super. Donc j'ai initialisé. Ensuite, et ça c'est l'élément clé de toute démonstration par récurrence, c'est de poser l'hypothèse de récurrence. Alors l'hypothèse de récurrence, c'est vraiment l'élément central, donc ça vous devez absolument savoir le faire. L'hypothèse de récurrence, alors il faut bien formuler ça, sinon les raisonnements vont être faux. Qu'est-ce que c'est l'hypothèse de récurrence? On suppose, ok? On suppose, c'est une hypothèse. On suppose, on pose sur la table que P de n soit vrai. On suppose que P de n soit vrai alors pas pour tous les n, on veut montrer que c'est vrai pour tous les n. On suppose que c'est vrai pour un certain n, ok? Vous pouvez l'appeler n0 si vous voulez, pour un certain entier n supérieur à 1. Ici je prends strictement parce que j'ai déjà montré que c'était vrai pour n égale 1, donc on va prendre un autre n pour lequel c'est vrai. Ok? Et donc je rappelle c'est quoi P de n, c'est un supérieur
ou égale à racine de 2 ici. Et on veut savoir, et la question que je me pose, c'est si P de n est vrai, est-ce que je peux aussi dire que P de n plus 1 est vrai? Donc la question que je me pose, c'est est-ce que P de n plus 1 est vrai également? Est vrai aussi? Alors, là, c'est super simple hein, comme récurrence, mais je vais prendre comme excuse cet exo ultra simple pour vraiment détailler le raisonnement. Alors, sur votre brouillon, ça, ce que je vais écrire là, vous le mettez surtout pas dans votre copie, hein, sinon vous allez inverser l'ordre des raisonnements. Sur votre brouillon, vous allez essayer de raisonner un peu. Et vous allez déjà commencer à dire, ok, bon, qu'est-ce que je sais? Quels sont les trucs que je sais? Qu'est-ce que je sais? Alors, bah, je fais la liste de ce que je sais. Je sais que UN est supérieur ou égal à 2 pour un certain n. Ça, c'est tout simplement mon hypothèse de récurrence. Si je fais une hypothèse, je peux l'utiliser dans mon raisonnement. C'est valide. Ok? Mon raisonnement est vrai sous couvert que cette hypothèse soit vraie. Donc ça, je sais que UN est supérieur ou égal à racine de 2 pardon, pour un certain n. C'est mon hypothèse de récurrence. Ok? Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser dans mon raisonnement à un moment donné. Qu'est-ce que je sais d'autre? Bah, l'énoncé me dit que également, je sais que UN plus 1 est égal à f de UN. C'est la définition de la suite. Ok? Donc ça, je vais le noter également. UN plus 1 est égal à f de UN par, par définition, tout simplement. Donc ça, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai dans ma besace, si vous voulez. C'est ce que j'ai dans ma boîte à outils. Et où est-ce que je veux aller, en fait? Qu'est-ce que je veux démontrer? Alors attention, hein, ça je l'écris au brouillon parce que je ne peux pas l'écrire direct. Hein. Sinon, vous allez avoir un raisonnement qui va être une tautologie. Je veux, avec tout ça, avec ça comme hypothèse, je voudrais démontrer que UN plus 1 est supérieur à racine de 2. Attention, je mets un point d'interrogation. Hein. Je ne peux pas l'écrire. C'est ce que je veux démontrer. Je ne peux pas l'écrire. Je ne peux pas l'utiliser dans mon raisonnement. Ça serait une faute de raisonnement assez grossière. Ça, c'est le but à atteindre. Ça, vous notez ça dans votre. Pour toutes les récurrences, vous notez ça sur votre brouillon. Okay. Qu'est-ce que je sais? Où est-ce que je veux aller? Alors, UN plus 1. Donc, la bonne chose à faire, c'est d'étudier le signe de la différence. UN plus 1 moins racine de 2. Et j'aimerais, encore une fois, je mets un point d'interrogation, j'aimerais essayer de démontrer que ce truc-là, UN plus 1 moins racine de 2, est positif. Ok. Ça, c'est mon intuition qui me dit. C'est ce que j'aimerais démontrer ça. Je ne peux pas l'écrire. Hein. J'écris vraiment où je veux aller. Alors, comment pourrais-je arriver à ce résultat? Donc là, je vais vous décomposer en fait comment je réfléchis moi à ce genre de problème. Pour que vous voyez vraiment ce qu'il y a. Le but n'est pas juste de vous faire un corrigé de bac, parce que ça, vous avez les annales du bac pour ça. Hein. Le but est vraiment de disséquer, vraiment de décomposer tout le raisonnement qu'il y a derrière ces problèmes-là. C'est pour ça que je prends vachement de temps à ça. Euh, Comme ça, vous voyez toutes les étapes, tout ce qu'il y a sous le capot de la voiture. Alors, la technique, encore une fois, je me retrouve à étudier un signe, le signe d'une différence. Bah, je sais comme d'hab, quand on doit étudier le signe d'une expression, ok, bah, on va essayer d'écrire ça sous une forme sympathique. Donc je dois étudier le signe de UN plus 1 moins racine de 2. Ok, et ça, on utilise des techniques, encore une fois, d'études de signes, factorisation, blablabla, que j'ai déjà mentionné. Alors allons-y. Donc on va calculer ça. UN plus 1 moins racine de 2. Donc là, je repasse en noir.
pour juste dire que maintenant c'est ma copie. Tout ce qui était en bleu, c'était le brouillon, hein. C'était vraiment c'était mon raisonnement. Dans ma copie, maintenant j'attaque par dire, ok, je vais calculer ça, un plus 1 moins racine de 2. Et je vais voir ce que ça fait, et j'espère que ça va être positif. Alors, un plus 1, ça fait quoi? Ça fait 1 demi de un plus 1 sur un. Ok, donc ça c'est un plus 1 moins racine de 2. Super. Je vais mettre tout ce petit monde au même dénominateur. Donc ça me fait quoi? Ça me fait... Ça me fait un carré plus 2 moins 2 racine de 2 un sur 2 un. Ok. Donc je vais juste réorganiser tout ça. Donc vous voyez que ça ressemble à un polynôme du second degré en un. Donc normalement, ça devrait réveiller des souvenirs de première. Ok. Voilà, donc je vais mettre en rouge tous les coefficients. Donc vous avez 1 fois un carré en 2 racines de 2 un plus 2. Ok, donc c'est un truc de la forme ax carré plus bx plus c. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire? Je l'ai dit dans le raisonnement, on veut étudier le signe de ce truc-là, de un plus 1 moins racine de 2. Pour étudier le signe d'une expression, je l'ai dit, je réfléchis 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je dois la factoriser, je dois factoriser l'expression. Ça, c'est un truc qu'on va voir 250 fois hein, dans cet exercice et que vous verrez tout au long de vos études hein, de mathématiques. Je dois mettre ça sous une forme factorisée pour étudier le signe. Bon, alors là, un petit peu d'expérience sur les avec les identités remarquables. Vous reconnaissez normalement un truc de la forme a carré, pardon, a moins b le tout au carré. Avec ici a égale un et b est égal à racine de 2. Oui, donc il faut bien connaître ces identités remarquables et il ne faut pas simplement les connaître par cœur, il faut savoir aussi les utiliser. Donc, un plus 1 moins racine de 2. Alors pour ceux qui ne voient pas l'identité remarquable là-dedans, bah, si vous pouvez toujours calculer le discriminant, etc., vous retrouverez une racine double qui sera racine de 2. Si vous loupez si vous loupez la facto comme ça de tête avec l'identité remarquable, vous pouvez toujours faire les bourrins et calculer le discriminant, il n'y a pas de problème. Hein. Ça arrive de passer à côté, mais bon, dans ce cas-là, on reste pas bloqué, on avance, on calcule. Donc on a quoi? On a un moins racine de 2, le tout au carré, et on a 2un qui est positif, hein, puisque on sait par hypothèse de récurrence, c'est non seulement positif, mais c'est supérieur à racine de 2. Donc en fait, tout ce joli monde est parfaitement positif. Donc c'est bon, on a gagné les gars. Un plus 1 moins racine de 2 est positif, ce qui en fait équivaut à un plus 1 supérieur à racine de 2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma proposition est vraie au rang n plus 1. Génial. Donc par récurrence. Alors conclusion. On résume un peu tout ce qu'on a fait. Alors voilà comment on rédige proprement. Hein, si vous voulez avoir 20 sur 20 à l'interro ou au bac, voilà comment on rédige proprement ce type de problème. On conclut P de 1 est vrai. Si P de 1 est vrai, alors, une application, si P de n est vrai, alors P de n est également vrai. Super. Donc, par principe de récurrence, j'en déduis. Par principe de récurrence, bing, j'en déduis que quel que soit n supérieur ou égal à 1, ici, parce qu'on a commencé avec P de 1, un
Donc P de n est vrai, donc en fait UN supérieur ou égal à 2. Ok, ce qui est donc mon P de n, ma proposition. Et cette proposition est donc vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Voilà comment on rédige nickel ce type de raisonnement par récurrence. Donc vous voyez, donc refaites-le tranquillement chez vous sans la solution, vous verrez que c'est très simple. Voilà comment on résout ce genre de problème. Ok, super. Alors maintenant, j'ai besoin d'un autre résultat pour étudier, pour aller un peu plus loin dans l'étude de ma fonction UN, définie à l'aide de la fonction f, on se rappelle. Je veux montrer que quel que soit x supérieur ou égal à racine de 2, f de x est inférieur à x. Ok ? Alors comment je fais ? Encore une fois, le point méthodologique, c'est toujours le même. Quand je veux démontrer une inégalité de la forme, là on avait vu un supérieur ou égal à racine de 2, là je veux démontrer que f de x est inférieur à x, la méthode, c'est d'étudier le signe de la différence. Okay ? Quand vous devez démontrer une inégalité, si vous n'avez pas d'idée, essayez d'étudier le signe de la différence. Donc on veut démontrer que f de x est plus petit que x, est-ce qu'on peut étudier le signe de f de x moins x? Ok, bah, je calcule. Ok, f de x moins x, ça fait ça. 1 demi de x plus 1 sur x moins x, ce qui me fait moins 1 demi de x plus 1 sur x. Qu'est-ce que je fais ? Bah, on l'a déjà dit 25 fois, donc je le répète. Pour étudier un signe, on commence par tout factoriser. Donc on met tout ce petit monde au même dénominateur. On va retrouver les mêmes types d'expressions qu'on a vues, hein, parce qu'on tourne un peu en rond, mais vous allez voir, on va y arriver. Moins x carré plus 2 sur 2x. Maintenant, vous savez faire ça, vous factorisez, donc ça fait donc 2 moins x carré sur 2x, et ça, je le factorise avec, pareil, identité remarquable, a carré moins b carré. Ça fait racine de 2 moins x, facteur de racine de 2 plus x sur 2x. Ok, là, on analyse les différents facteurs que je vais mettre. Alors, lui et lui, tac, ils sont positifs. Je vous laisse vous en convaincre, c'est assez facile. Et lui, qu'est-ce que je peux dire sur lui ? On m'a dit quoi ? Montrer que pour tout x supérieur ou égal à 2. Donc voilà. Quel est le signe de cette quantité-là ? Si j'ai x qui est supérieur ou égal à racine de 2, qu'est-ce que je peux dire de mon racine de 2 moins x ? Bah, c'est assez simple, hein, je passe x de l'autre côté, racine de 2 moins x. Voilà, et bien c'est quoi ? C'est négatif ce truc. Ok, donc règle des signes, j'ai négatif fois positif divisé par positif. Il y a un nombre impair de termes négatifs. Donc c'est négatif. Et c'est exactement ce que je cherchais. Donc f de x moins x, règle des signes. Je vais vous la rappeler, la règle des signes, parce que comme ça, comme vous voyez, on l'utilise tout le temps. On l'utilise tout le temps quand on étudie les fonctions pour la dérivée, quand on veut étudier le signe d'une fonction, quand on veut regarder si une suite est croissante, on calcule aussi des différences de type un plus 1 moins un, tout ce genre de trucs. Donc règle des signes. Donc j'ai bien f de x moins x qui est négatif, qui équivaut à f de x plus petit que x, et ça c'est vrai pour tous les x supérieurs ou égal à racine de 2. Voilà, donc on a un autre résultat assez intéressant qui va nous être utile.
Je résume. Ok. Je résume les deux résultats qu'on vient de démontrer là. Histoire de ne pas vous perdre. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer deux résultats intéressants. Premier truc. On a démontré, grâce à une récurrence, que quel que soit n entier naturel supérieur ou égal à 1, donc j'écris ça comme ça, n étoile, n non 0, un est supérieur ou égal à racine de 2. Ça, c'était le premier résultat qu'on a démontré. Et là, à l'instant, on vient de démontrer que quel que soit x supérieur ou égal à racine de 2, j'ai f de x inférieur ou égal à x. Ok. Ça, c'est les deux résultats qu'on vient de démontrer, deux résultats intermédiaires. Ah, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire avec ce truc? Pourquoi est-ce que Dr Pallas nous a fait démontrer ces deux trucs? Ok. Vous voyez, il faut un peu réfléchir. Il ne faut pas juste être une brute de calcul. Ah, c'est bon, j'ai fait la question 1, 2, 1, 2, 1, 3, c'est super, j'ai tous les points. On s'en fout. On est là pour apprendre à réfléchir. Les mathématiques, c'est pas juste enchaîner les calculs. C'est apprendre à réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? Ok, est-ce qu'il y a peut-être une relation entre ça? Ok, je vois que un supérieur à racine de 2 tout le temps. Or, pour x supérieur à racine de 2, j'ai f de x qui est plus petit que x. Donc, il y a une connexion entre un et x. Okay, dans le monde des fonctions, j'ai f de x, et dans le monde de la suite, j'ai un. Alors, ceux qui veulent trouver la réponse, mettez sur pause, réfléchissez, prenez un brouillon et travaillez. Alors, voici ce qu'on peut dire. Donc, puisque un est tout le temps supérieur à 2, du moins pour tous les n supérieurs ou égal à 1, alors, ça veut dire quoi? F de un est inférieur ou égal à un. Okay, donc, j'ai utilisé la propriété numéro 1 et je l'ai mise dans la propriété numéro 2. Mais, et c'est là qui est cool, f de un, c'est quoi? C'est un plus 1, par définition de la suite. Donc, j'en déduis quoi? J'en déduis que quel que soit n supérieur ou égal à 1, donc n élément de n étoile, j'ai f de un, qui est égal à un plus 1. Donc f de un, f de un, c'est égal à, je vais le réécrire, comme ça sera vraiment très très clair pour vous. F de un qui est égal à un plus 1, et c'est inférieur ou égal à un. Ok? Oh, ça commence à ressembler à un truc cool, ça. Donc là, je vais l'encadrer. Ça ressemble à quoi, ça? C'est quoi, ça? Donc je viens de démontrer que pour tout n, ok, à partir du rang 1, un plus 1 est inférieur ou égal à un. C'est quoi ça? Mettez sur pause. Et oui, tout à fait, c'est la définition d'une suite décroissante. Donc vous voyez ces deux petits résultats intermédiaires. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas le genre de truc que vous pouvez trouver tout seul. En général, dans un interro, on vous décomposera ça en sous-question. Mais globalement, ici, on a démontré que un plus 1 était inférieur à un, ce qui est donc que la suite est décroissante. Donc, encore une fois, on avance toujours dans le raisonnement. Okay, on utilise les résultats que l'on égrène au fil du problème. Et on utilise, une fois, comme on les a démontrés proprement, j'espère, on peut les réutiliser pour avancer dans notre réflexion. Okay, c'est vraiment comme ça que vous devez voir ces types de problèmes. Vous ne devez pas juste les enchaîner des questions calculatoires et dire ah ouais super, j'ai eu tous les points. Non, si vous ne savez pas ce que vous faites et que vous ne raisonnez pas, ça n'a aucun intérêt. Utilisez les résultats comme des briques pour construire la maison de votre raisonnement. Okay, le but ultime,
c'est l'étude de la suite UN. N'oubliez jamais ça. Alors, donc, on a dit que la suite était décroissante à partir du rang 1. Super. Bon, bah, on est pas mal. On a vachement avancé, quoi. Je résume. On a étudié la fonction f. Avec des résultats intermédiaires, on a pu prouver que la suite était décroissante. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, je vous rappelle un théorème que vous avez dû voir en cours et que je vous invite à apprendre absolument par cœur. Tout de suite décroissante et minorée. Tout de suite décroissante et minorée et convergente. Ok. C'est un théorème très très important. Il y a aussi le pendant pour la suite croissante, tout de suite croissante et majorée et convergente. C'est les deux théorèmes que vous devez vraiment connaître sur les suites en terminale. Théorème très important, donc on va le mettre en rouge pour que ça soit bien. Tac, attendez, je vais le mettre en rouge pour comme ça vous le voyez bien. Bing, ça pète aux yeux. Alors, je vais d'abord souligner, très important sont les hypothèses, ok? Beaucoup d'élèves confondent les hypothèses et le résultat. Les hypothèses, c'est quoi? C'est que si j'ai une suite décroissante et qu'elle est minorée, donc ça c'est les deux hypothèses en jaune, alors résultat, elle est convergente. Ça marche dans ce sens-là. De même, on va écrire le pendant croissant du théorème. Tout de suite croissante et majorée et convergente. C'est bien, il faut que ça soit croissante et majorée. Donc je souligne le et. Et là encore, les hypothèses importantes de ce théorème, c'est que la suite est croissante et majorée. Et le résultat, c'est qu'elle est convergente. Donc pour utiliser un théorème, ce qu'on fait, c'est qu'on check que les hypothèses soient validées et on peut utiliser un résultat. Ne faites pas le contraire, sinon c'est complètement faux. Ça, c'est des trucs... c'est des problèmes de raisonnement, le problème qu'on ne vous apprend plus au lycée, malheureusement. Mais c'est très très important de bien raisonner. Hypothèse entraîne. Si hypothèses sont validées, alors on a le résultat, pas l'inverse. Donc voilà pour le rappel de cours. Okay, donc vous voyez, c'est une vidéo tout en un où il y a du cours, de la méthodo, des calculs. Bon, elle est un peu longue, mais bon, si vous faites ce problème de A à Z sans regarder la correction, vous pourrez dire je comprends à peu près ce qui se passe pour les suites récurrentes de la forme UN plus 1 égale f de UN. Alors on va appliquer ce joli théorème appliqué à notre suite. Alors pour utiliser un théorème, comme je le disais, comment on fait? Ce type de questions, c'est des questions de cours. Donc il faut juste bien les rédiger. Il n'y a rien de sorcier. Mais il faut les rédiger nickel chrome. On check que les hypothèses du théorème soient bien validées. Ok? Alors quelles sont les hypothèses du théorème ici? Notre suite, UN. Qu'est-ce qu'on sait sur elle? On s'est évertué à démontrer que la suite UN était décroissante. Ok? C'est tout ce qu'on a fait là au cours des deux dernières questions. La suite UN est décroissante. Donc là, je fais ma checklist. Là, vous faites ça. Soit, ne rédigez pas comme ça dans la copie. Vous pouvez le faire sur le brouillon, mais la suite UN est décroissante et d'autre part, elle est minorée. Ok. Donc, ma suite UN, encore une fois, mes hypothèses, je les souligne en jaune. Ok. Donc, ma suite est décroissante, check. Ma suite est décroissante, pourquoi? Parce que j'ai démontré à la question précédente que UN plus 1 était inférieur à UN, pour tout UN supérieur ou égal à 1. Et ma suite est minorée, pourquoi? Parce que j'ai démontré tout à l'heure que UN était toujours supérieur ou égal à racine de 2. Donc mon minorant ici, le minorant de la suite, c'est racine de 2. Ma suite est minorée par racine de 2. Et donc par le théorème sur suite décroissante et minorée, j'en déduis que la suite UN est convergente.
Voilà comment on rédige ce truc-là. On check les hypothèses sont bien validées, vous les rappelez. Ça a l'air de rien, hein. Peut-être ça vous paraît stupide de faire ça, mais c'est extrêmement important de bien poser quand on utilise un théorème que on a vérifié que les hypothèses étaient valides et que donc on peut appliquer de manière safe le résultat. Voilà, c'est comme ça que vous devez rédiger les trucs si vous voulez, encore une fois, avoir la copie à 20 sur 20. Donc, c'est super, on a vachement progressé. On vient en fait de démontrer que ma suite est convergente. On n'est pas très loin du but. Donc, je vais le noter ici. Attendez, je vais prendre un stylo un peu plus fin. Voilà. On vient de démontrer, mes amis, que la suite UN est convergente. Ce qui équivaut à dire que la limite de UN est finie. Que limite de UN est égale à un nombre réel L fini. Alors, bon, désolé, c'est un peu barbare, quand je dis moins, quand je dis inférieur à l'infini, ça veut juste dire fini. N'utilisez pas ça dans votre copie, hein, mais ça veut juste dire, on est entre nous, là, juste pour dire, UN convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite quand n tend vers l'infini, que j'appelle L, et qui est finie. C'est ça que ça veut dire une suite convergente. Ok, je vous renvoie à vos cours respectifs pour la définition exacte. Donc c'est super. On a démontré que la suite était convergente. Maintenant, il nous reste en fait mettre the icing on the cake, la cerise sur le gâteau, hein, comme on dit en français. C'est-à-dire, j'ai fait tout ça, j'ai étudié la fonction f, j'ai démontré que la suite était décroissante, qu'elle était minorée, j'en déduis qu'elle est convergente. Bing, dernière étape, maintenant j'aimerais bien calculer sa limite, quoi. J'ai fait tout ça pour ça, j'aimerais bien connaître sa limite. Alors, je vous rappelle un point de cours, ce qu'on appelle, ce que les profs de terminale appellent théorème du point fixe, sachant qu'il y a plein de théorèmes du point fixe en maths, etc. Mais bon, disons que, appelons ça comme ça pour le moment. C'est comme ça que vous trouverez ça dans les bouquins de termes, en tout cas. Alors, il dit quoi ce théorème ? Il dit si UN est une suite définie par une relation de récurrence, si UN est une suite définie par une relation de récurrence de la forme, j'ai écrit lentement, désolé, donc de la forme UN plus 1 égale F de UN, voilà, où F est une fonction où f est une fonction continue, et que de plus, virgule, UN converge vers L, alors R, L fini, bon j'écris ça comme ça, c'est un peu dégueu, désolé, mais c'est vers une limite finie, alors, ok, et je suis obligé d'aller de l'autre côté, alors L, la limite L est solution de l'équation f de x égale x. Ok, donc je sais pas si j'ai utilisé la meilleure formulation pour ce truc-là, mais vous allez tout de suite comprendre. Regardez dans vos livres, vous regardez dans les notes de votre prof pour voir quelle est la formulation qu'il ou elle utilise. Mais globalement, c'est ça l'idée. Donc, on va bien souligner en jaune toutes les hypothèses. C'est très important. Donc, quelles sont les hypothèses ? Il faut que ma suite elle soit définie par une fonction un plus 1 égale f de un. Il faut que cette fonction soit continue. Ok, donc ça, c'est toutes mes hypothèses. Si tout ça est vrai, il faut que ma suite
UN converge vers une limite L finie. Si tout ça est vrai, alors en rouge, le résultat, je peux dire que L est la solution de f de x égale x. Ok? Donc, théorème du point fixe, vous devez aussi l'apprendre. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de théorèmes sur le programme suite en terminale, mais vous devez connaître donc, le programme sur les théorèmes sur croissante majorée, décroissante minorée, convergente, blabla, et puis ce fameux théorème dit du point fixe. Alors, appliqué à notre cas, pareil, pour appliquer un théorème, on commence par faire quoi? On commence par checker que toutes les hypothèses soient validées. Attention, on ne fait pas d'amateurisme, ok? On ne fait pas n'importe quoi quand on utilise un théorème. On commence par checker que toutes les hypothèses du théorème soient vérifiées. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais noter toutes les hypothèses du théorème. Il faut que un plus 1 soit égal à f de un, premier truc. Il faudrait que f soit continu sur son ensemble de définitions, enfin sur l'ensemble qui nous intéresse, ici c'est R plus étoile. Et il faudrait que un converge vers L fini. Ok? Bah, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est toutes les hypothèses du théorème dit du point fixe. Alors, bah, pour notre suite un plus 1 égale f de un, oui, ça, pas de problème. Est-ce que f est continu? Oui. Est-ce que un converge? Oui. On l'a démontré à la question précédente. Donc on est OK. Bing, le tampon OK, stamp, bing, c'est parti. On peut passer à la dernière étape. Alors, qu'est-ce que je dis? Ben, je dis que toutes les hypothèses sont réunies. Toutes les hypothèses sont réunies, et donc pour utiliser le théorème du point fixe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que L, la limite de ma suite, est égale à f de L. C'est ça. L est solution de f de x égale x, ça veut dire L égale f de L. Et bien ça veut dire quoi ici? Ça veut dire L égale à f, souvenez-vous, c'est 1 demi de x plus 2 sur x, donc ça veut dire que L est égal à 1 demi de L plus 2 sur L. Voilà. Bing. J'ai une équation pour L. C'est super quand même. On est quasiment prêt. Donc maintenant, c'est cool. C'est cool. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre cette équation, et puis on aura trouvé la limite de un. Bon bah allons-y, hein. Là c'est partie des trucs que vous aimez bien résoudre des équations, etc. Le raisonnement c'est moins votre fort en général, mais résoudre des équations, en général vous savez faire. Donc on va résoudre l'équation, et la solution de cette équation va nous donner le calcul de la limite de un, ce qui est en fait l'étape finale. L, c'est quoi? Donc je réécris l'équation. 1 demi de L plus 2 sur L. Alors ça équivaut à quoi? Alors, on va réécrire ça. Bon, on va tout multiplier par 2. On va pas se trimballer le 1 demi, ça serait pénible. Donc ça fait 2L égale L plus 2 sur L. On va tout multiplier par L, à droite et à gauche, pareil, j'ai pas envie de me trimballer des fractions. Ça fait 2L carré égale L carré plus 2. Au fait, c'est assez facile de démontrer que L ne sera pas égal à 0, je vous laisse le faire. Donc ça fait 2L carré moins 2L carré moins L carré égale 2, ce qui fait L carré égale 2. Et là, hop, les solutions, c'est quoi? Alors, la plupart des élèves disent racine de 2, mais attention, c'est L carré égale, donc à la fois, tu peux avoir plus ou moins racine de 2. Il faut faire attention à ça, c'est une erreur extrêmement classique. L carré égale 2, les solutions c'est plus ou moins racine de 2. Mais attention, on a dit que L c'était la limite de un, et la limite d'une suite c'est unique. Et là tu me dis L ça peut être plus ou moins racine de 2. Non, il va falloir choisir. On sait que un est supérieur à racine de 2 et donc plus grand que 0. Donc la seule limite acceptable, ok, c'est alors ça c'est souvent un truc que vous avez dans les termes du point fixe. Parfois vous avez deux solutions, il faut en choisir une seule, et c'est celle qui correspond qui est en cohérence avec l'étude de la suite. On sait que un est
positif, donc elle ne peut pas converger vers une limite négative, c'est pas possible. Donc la seule limite possible ici, c'est limite de un égale L égale plus racine de 2. Ouf, on a enfin fini mes amis. Bon, vous voyez, ça a pris du temps quand même de faire tout ça, mais je pense que c'était... Enfin, j'espère que c'était instructif pour vous de voir toutes les étapes. Donc je résume, on a commencé par donc, une suite un plus 1 égale f de un, un truc ultra classique. On a fait premièrement étude de la fonction f, avec donc mention de définition, limite, variation, hein, donc on a étudié sa dérivée, son signe, etc. On a démontré que la suite, on a utilisé ce qu'on savait sur cette fonction pour nous aider à démontrer que la suite était décroissante et minorée. Comme elle était décroissante et minorée, ok, on a pu dire qu'elle était convergente en utilisant un théorème vu en cours. Comme elle était convergente et qu'elle est définie par récurrence de la forme un plus 1 égale f de un, on a utilisé un théorème du point fixe pour calculer sa limite. Et voilà, bingo. Donc c'est typique. Alors là, si vous avez ça en interro, il faudra être capable de faire tout ça en 40-45 minutes. Là, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de digressions, j'ai fait des points de cours, j'ai fait des points de méthodo, etc. Donc ça nous a pris plus d'une heure. Mais bon, voilà. Donc exercice très très intéressant, typique de ce que vous aurez au bac ou ce genre de truc. Donc je vous invite à le refaire. Si vous avez des questions ou si vous voulez voir d'autres trucs dans ce chapitre, ou si vous avez d'autres problèmes que vous voulez me soumettre, hein, vous pouvez les envoyer dans le commentaire, etc. Salut, allez, travaillez bien. Bye bye.